en vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie. Quel peuple plus que toi mérite cette joie? Tu as souffert plus que tout autre, en patience longtemps. Mais ta souffrance n'a pas été vaine. Tu as lutté, mais pas inutilement, puisque la victoire, tu la connais aujourd'hui. Pour la première fois, l'Abidjanaise, l'hymne national ivoirien, exécuté par la musique de la garde républicaine, retentit, tandis qu'une salve de 101 coups de canon est tirée devant une foule enthousiaste. La Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Le lendemain, la population assiste à un défilé qui ne sera interrompu que par une fine pluie qui n'entame pas l'enthousiasme des spectateurs et des groupes de danse venus en masse de toutes les régions du pays. 7 août 2020, 60 années se sont écoulées depuis cette journée mémorable. C'est donc le grand moment du bilan. Bilan de toutes ces décennies. Que retenir de ces 60 années de souveraineté internationale qui suscitaient tant d'enthousiasme et dont les Ivoiriens sont si jaloux? Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de débats africains spécial 60 ans d'indépendance réalisée par RFI France 24 avec la participation de quelques télévisions subsahariennes. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan avec autour de ce plateau plusieurs invités, plusieurs témoins de l'histoire, parfois mouvementée de ce pays, de l'Akwaba, de l'accueil. D'abord, Madame Mariam Dao Gabala, sénatrice depuis 2019 et membre très engagée de la société civile, notamment en faveur des droits de la femme. Bonjour Mariam Dao Gabala. Bonjour. Merci d'être là. Notre second invité est une étoile de la musique africaine, un artiste de renom qu'on ne présente plus, chanteur ivoirien très engagé également, Alpha Blondy. Bonjour Alpha Blondy. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci. Notre troisième invité est également un membre de la société civile dont l'analyse compte. Patrick Ngouan, le fondateur de la Convention de la société civile ivoirienne. Bonjour Patrick Ngouan. Notre dernier invité, et pas des moindres, est un confrère, un journaliste très prolifique, auteur de nombreux ouvrages. Il est également le directeur général du groupe de presse publique Fraternité Matin. Bonjour Venance Conan. Bonjour. Alors, 7 août 1960, 7 août 2020. Qui de vous était là? Je pense que très peu de gens étaient là. On était tous là, on était tous vivants, mais on n'était peut-être pas tous conscients. Tout bébé. On était là. Alpha était là. On était là, on a fait la fête. Okay. La fête était belle. Tous les villages de Daoukro, Abokanda, Tumodi, Amoussokro, tout le monde est venu à Dembokro. Et c'était joli, il y avait les cadeaux, il y avait les jeux, tu comprends, grimper sur l'arbre, où il y avait de l'huile, le tronc, il y avait de l'huile, tout et tout. Toutes les danses étaient là. L'énergie était positive. Les gens disaient qu'à partir de maintenant, on ne paye plus d'impôts. C'était ça. Pour eux, c'était ça l'indépendance. On ne paye plus l'impôt. On ne paye plus l'impôt blanc, en fait. C'était de ça qu'il était question. 60 ans après. Est-ce qu'on peut se réjouir encore? Est-ce que la joie est justifiée? C'est vrai, tout n'a pas été linéaire. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et si on veut faire un bilan global, moi je prends l'exemple du rail. Ce que je constate est que les rails sont restés exactement là où les Blancs les ont laissés avant de partir. Pas un kilomètre de plus. On n'a pas ajouté un seul mètre de plus. Les rails devaient aller d'Abidjan au Niger, ça s'appelait Régie Abidjan-Niger. Ça s'est arrêté quelque part à Ouagadougou. On n'a pas pu avancer. Je dirais que nos indépendances, je vais prendre une image, c'est comme ça que je vois nos indépendances. C'est-à-dire rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Ne me dites pas qu'on a donné raison quand même à ceux qui disaient il ne faut pas leur donner l'indépendance. Je ne dis pas que rien n'a avancé. Vous savez, c'est comme vous mettez un enfant au monde, il grandit, il peut faire des faux pas, mais il continue de grandir. Mais je pense qu'il faut déjà se réjouir du fait qu'on ait eu ces indépendances. Maintenant, comment on les a utilisées? C'est là où il faut tirer des leçons. Je ne dirais pas que rien n'a avancé, mais nous avons avancé lentement
Nous avons un peu trop lentement, parce qu'il y a d'autres qui étaient avec nous, comme ceux d'Asie. Quand vous dites lentement, moi je dirais qu'on s'est trompé au départ. On a pensé qu'il fallait rattraper un train. Et moi, je le répète, l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle doit trouver son chemin. Mais dans le même temps, elle vit dans un environnement qui est global. Si elle est tout derrière, quand même... Mais alors, il faut qu'elle se retrouve d'abord. On nous donne des indépendances. Les pères de l'indépendance ont dû apprendre à gérer, ont dû apprendre à gouverner, ont dû apprendre à rassembler un peuple. Je veux dire, ils ont fait quand même beaucoup. Mais dans le même temps, on voit ceux qui étaient en Asie, qui étaient dans la même situation... Ils ont mieux avancé que nous et plus vite, non, Alpha? Moi, je pense que l'arnaque a commencé avec le mot indépendance. Je pense que les Africains ont confondu un transfert de compétences et puis indépendance. J'explique. Voilà, après la guerre, la France avait du mal à gérer ses colonies. Il y avait une montée des nationalismes. Et puis, De Gaulle a dit, bon, écoute, on va leur faire le coup. On fait semblant d'organiser ça ici, et puis on prend. OK? Donc il n'y a pas eu d'indépendance? Il n'y a pas eu. Écoute, Alain, je suis la France. OK? J'ai des territoires, des terres. OK, qui quittent Abidjan jusqu'au Niger. Je dis, bon, écoute, Alain, OK, toi, tu es un gars, tu es bien. Tu parles bien français, et puis tu es un grand intellectuel. OK? Première pommade. OK, vaseline. OK? Écoute, je te donne la surveillance, OK, de ma portion là, OK, qu'on appelle Côte d'Ivoire. OK? La côte des Malgens. OK, tu as compris, non? Et puis maintenant, moi, je vais former une armée, gendarmerie, je vais te donner pouvoir. OK? Mais en même temps, je t'ai rien donné. C'est moi qui ai le titre foncier. Toi, tu n'es qu'un locataire. La preuve, tous les pères d'indépendance ont été humiliés. Comment ça? Modibo Keïta, coup d'État. On a pris un demi-lettré, OK, Moussa Traoré, on est de gomme. Parce qu'il a eu l'insolence de vouloir parler d'autonomie, de souveraineté monétaire. Dégagé. Sylvanus Olympio. Okay. Olympio au Togo. Voilà, lui aussi, par exemple, Franc Togo, on dit, bon, attends là. Et Adema, vas-y, OK, bute-moi ça. Ils m'ont buté. OK? Et puis, si tu vois les images du Congo démocratique aujourd'hui, le Lumumba, ça veut dire qu'on ne t'a pas donné indépendance. Tu es un gérant. Si tu gères bien, tu seras récompensé. Et jusqu'à nos jours, on est dedans. Pour vous, aujourd'hui encore, il n'y a pas d'indépendance. Moi, je dirais que René Dumont avait dit que l'Afrique noire était mal partie. Moi, je crois que ce mauvais départ-là vient du fait qu'on s'est complu dans le rôle de producteur de matières premières et on n'a pas pensé qu'il fallait produire plutôt de la matière grise. Donc, on est resté dans ça. Café, cacao pour la Côte d'Ivoire, arachide pour le Sénégal. On n'a pas développé l'intelligence humaine. Or, c'est ça qui fait avancer un pays. Et on n'a pas investi là-dedans. On n'a pas investi. Donc, on a fait des... On va avancer de façon cohérente. On va commencer par l'aspect politique. De plus en plus, on entend des gens dire il n'y a jamais eu d'indépendance politique. Là, je viens d'entendre Alpha Blondy qui dit ça n'a jamais existé, c'était une escroquerie. Mais sur le plan politique, est-ce que les choses ont évolué? Au niveau des pays francophones, il y avait 100% de dépendance en période coloniale. En période d'indépendance post-coloniale, il y a peut-être 25% d'autonomie et 75%. 25%, carrément. Ça 33%, c'est-à-dire un tiers, une partie, une proportion d'indépendance et le gros morceau est à la dépendance vis-à-vis de l'ex-métropole. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue de dire ça? Il s'agit pour les chefs d'État africains francophones d'exploiter à bon escient le peu d'autonomie qu'on leur a laissé en termes de pourcentage, 33%, un tiers ou un quart d'indépendance. Comment exploiter ça au profit des populations qui ont la charge de diriger? On a un peu l'enjeu. On n'est pas indépendant à 100% et on n'est pas dépendant à 100%. Il y a une part d'autonomie que l'indépendance nous a conférée. C'est une part infime
une part vraiment, je dirais, minoritaire, mais comment exploiter ça de manière intelligente au profit des populations? Du point de vue politique, Patrick Ngouan dit 30% à peu près. Les choses ont quand même évolué, non, Mariam Daougabala? Les choses ont évolué, mais Patrick n'a pas totalement tort. Quand je regarde un peu les accords avec la métropole, je veux dire, même un gouvernement, il fallait demander l'accord de la France. C'est toujours le cas pour vous? Maintenant, non. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui a existé. Mais aujourd'hui, on a ajouté en plus le phénomène de la démocratie en 1990. On n'est pas totalement dépendant. Pourquoi? Parce que même le système démocratique que nous avons adopté, nous avons fait un copier-coller. Allez parler de démocratie au peuple dans les villages, ils n'en savent rien. Donc finalement, on gouverne pour qui? C'est ça. Et je dis souvent qu'il y a eu un hold-up démocratique parce que, d'accord, il fallait qu'on adopte la démocratie, mais le premier pas, c'était déjà de permettre à tout un chacun de comprendre ce que c'est que de la démocratie pour construire ensemble. Donc de ce côté, évidemment, on peut dire qu'on n'est vraiment pas totalement indépendant. Par ailleurs, regardez nos chefs d'État. Dès qu'ils sont élus, la première des choses qu'ils font, c'est de faire une visite à Paris. À Paris. Mais c'est jamais une visite chez le camarade à côté, c'est toujours une visite à Paris. Absolument. Mais où est la dépendance? Où est l'indépendance dans tout cela? Quelque part, il faut qu'on soit reformaté. Mais je dis qu'il y a de l'espoir parce que nos enfants ne l'acceptent plus. Nos enfants n'ont pas vécu l'indépendance, n'ont pas vécu la colonisation. Et c'est pourquoi la jeune génération va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin. Mais nos dirigeants ont été formatés pour être des managers. Ce sont des managers de la vie. Sans perspective. Et ceux qui rentabilisent, c'est les investissements des autres qui sont en train de rentabiliser. Ce sont des managers. Et on a besoin de visionnaires. On a besoin d'hommes et de femmes qui aiment l'Afrique, qui aiment la Côte d'Ivoire et qui se dévouent pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je reviens en disant on n'a personne à rattraper. Commençons par nous retrouver et par tracer notre propre sillon à notre propre rythme. Et en ce moment-là, on ira. Ce qui me frappe, c'est tous les anciens présidents du Sénégal. Ils ont tous terminé leur vie en France. Après avoir fini de servir le Sénégal, Senghor, quand il a quitté le pouvoir, il est parti s'installer en France. Diouf, quand il a fini, il est allé diriger la francophonie et il est resté en France. Wade, quand il a fini, il est allé... C'est comme si la métropole les avait envoyés en mission en Afrique, ils ont fini leur mission et ils repartent chez eux. Et ça, c'est ça le... C'était des expatriés. Voilà, c'est comme des expatriés. Je crois que notre gros drame, c'est de n'avoir pas cru en nous-mêmes. Au moment où on prenait les indépendances, on ne croyait même pas en nous. Donc on était tellement convaincus que les Blancs, c'est eux qui savaient tout faire. La preuve, tous les coopérants qu'on avait eus au début de nos indépendances, parfois c'est des jeunes gens qui sortaient à peine de l'école, mais c'est eux qui dirigeaient nos ministères, c'est eux qui, même à la présidence, partout. Qu'est-ce qu'Alpha montre? Épistémicide. On tue le toi en toi. Il savait qu'Alpha parlait gros français comme ça. Moi-même, je suis épaté. Hein. Je suis arrivé jusqu'au CM 2. C'est-à-dire que on tue la confiance que tu as en toi. On tue ça. Le toi ne vaut rien. C'est que l'autre qui vaut. Est-ce qu'on peut encore dire ça 60 ans après? Oui. Il s'est passé 60 ans. Attends, il faut voir nos enfants qui vont se noyer. Pourquoi? Et puis, dans la Méditerranée. Attends, j'ai dit, Alain, l'Union africaine, la fameuse Union africaine, il n'y a pas plus marionnette que cette agglomération de commis au service de la colonie mère. Comment veux-tu qu'on avance quand toi, Alain, tu as un projet véritable pour briser les chaînes que nous avons dans nos cerveaux et qu'on se réunit, Kwadjo ou Madou appelle Paris pour dire, attends, Alain même commence à dire des conneries là. Ok? Alain, attends. On a créé une sorte de délation de bons colonisés et des révolutionnaires
élément subversif. OK? Voilà dans quoi nous sommes. Et jusqu'à nos jours, ça marche. Parce que déjà, avec nos ethnies, OK? Regarde, on nous a appris ici, hein, un petit truc subtil. Ici, on nous a appris, les Akans viennent du Ghana. OK? Les Krou viennent du Libéria. OK? Répétez, les Krou viennent du Libéria. Les Mandés viennent du Mali et de la Guinée et du Burkina. On a répété et puis on a assimilé. Mais aujourd'hui, on s'étonne que les uns accusent les autres d'étrangers. J'explique. Ça leur coûtait quoi de nous enseigner? Les Akans viennent du Ghana, mais il y a aussi des Akans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. On assimile. Les Krou viennent du Libéria, mais il y a une partie de Krou en Côte d'Ivoire. Il fallait que les Mandés viennent du Mali, de Guinée, mais il y a une partie en Côte d'Ivoire. Simple. Oui, mais moi, je suis un peu embêté par quelque chose, C'est la Alpha. division au niveau du cerveau. Une fois qu'on a compris ça, oui. Pourquoi ça dure encore? Ça dure encore parce qu'on a fait beaucoup de demi-lettrés. OK? Ce que toi, ton niveau te permet de comprendre, comme une maison à étage. OK? Toi et Vénance, vous êtes au 15e étage. OK? Il y a des mots que vous comprenez. Il y a un moule de raisonnement que vous avez. Une méthode de pensée. Mais nous, les CP2B, nous, on n'a pas cette compréhension. CP2B. OK? Ça veut dire que, pour qu'on puisse se comprendre... CP2B. OK? Monsieur le ministre s'en va au village pour aller faire un discours. Monsieur le ministre commence son discours. Et puis il emploie les mots anticonstitutionnellement. OK? Vu la nouvelle donne. OK? La République... Il utilise l'imparfait du subjonctif. Du conditionnel passé deuxième forme. OK? OK? Il lui fallait que je le suce. OK? Tous ces mots. Et puis le peuple dit, ouais, mais il parle français. Gros français. Il n'a rien compris. Ils doivent choisir des mots pour se mettre à tous les niveaux. Parler à ceux-là. Mais allons-y rapidement, parce que le temps tourne vite. Moi, j'ai envie de dire, j'ai écouté beaucoup de ces complaintes qui sont justifiées, c'est vrai, mais où au bout d'un moment, on se dit, bon, ça fait 60 ans, qu'est-ce qu'on change là-dedans? Et l'un des exemples qui revient souvent dans la réflexion des intellectuels, c'est de dire, on nous a fait adopter la démocratie, mais personne ne critique la démocratie. Est-ce que l'adoption de la démocratie était déjà une erreur, Vénance Conan? Oui. Non, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que c'était une erreur. Ce type de démocratie, oui. Parce que la démocratie existe dans nos systèmes. Dans nos sociétés. Sauf qu'on a tourné le dos à nos propres systèmes pour aller adopter un autre qui n'était pas adapté à nos réalités. Pour moi, quand je prends les Adjoukrou ou les Ébriers, avec les classes d'âge, tout le monde arrive à exercer le pouvoir à un moment donné de la vie. C'est ça la vraie démocratie, à mon avis. Mais on aurait pu chercher en nous-mêmes, trouver quelque chose qui est adapté à nos réalités. Toute la journée, on dit, on s'est trompé, oui, mais on ne change rien. On continue. On finira par y arriver. On finira par y arriver. Il faut déjà qu'on se rende compte qu'on a commis cette erreur-là pour changer de chemin. Je voudrais... Je pense qu'on essaie tout doucement de changer. Vous savez, la démocratie de type française est différente de la démocratie de type de celle du Royaume-Uni. Alors pourquoi est-ce que nous, on adopterait une démocratie de type française qui vient se superposer par rapport à un certain nombre de cultures et qui fait que ça brouille encore les cartes? Je pense qu'on peut le corriger. Et c'est pour ça, dans la société civile, et mon frère Ngouan Patrick est là, on a poussé pour qu'on commence à inculturer cette démocratie, en demandant, par exemple, qu'il y ait une chambre des rois et des chefs traditionnels. C'était un des éléments, tout simplement pour permettre à ce pan de la société d'intégrer. Je vais plus loin. On peut encore y aller. Un parlement, c'est le reflet de la société. Et si c'est le reflet de la société, pourquoi est-ce qu'un analphabète, un sage du village, ne serait pas parlementaire si on lui permet d'avoir un traducteur? Il a une sagesse que beaucoup d'autres n'ont pas. Et devant le vote des lois, il aura une sagesse que peut-être les autres n'ont pas. Alors, mais pourquoi on ne le fait pas? La politique, ça occupe toujours beaucoup de place dans notre environnement. Mais il n'y a pas que de la politique. On parlera de la politique certainement dans un autre environnement, mais je voudrais qu'on parle des différents éléments qui constituent ce bilan des 60 ans.
L'économie est certainement le ventre mou de notre histoire ici, de ce 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a échoué? En matière économique, tous les pays africains, sans exception, ont recopié et appliqué le modèle colonial des fournitures des matières premières. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, on a fait ce qu'on appelle, en théorie économique, la croissance appauvrissante. Ça veut dire qu'on a détruit des hectares, des millions d'hectares de forêts pour être premier producteur mondial de cacao et de café. La Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares de forêt en 1960 pour 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, la Côte d'Ivoire dispose de moins de 3 millions d'hectares de forêt sur les 16 millions. 24 millions d'habitants. C'est des chiffres du gouvernement de Côte d'Ivoire. On a divisé tout détruit. Le couvert forestier par 7 et la population a été multipliée par 6. Voilà des facteurs objectifs scientifiques qui expliquent les crises foncières dans le milieu rural. C'est objectif, c'est scientifique. Deuxième mécanisme de la croissance appauvrissante, c'est que la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, la Malaisie, a saturé le marché mondial du cacao. La Côte d'Ivoire, la Colombie et le Brésil ont saturé le marché mondial du café. Donc les coûts ne font que chuter. Donc plus nous produisons du cacao, du café, nous nous appauvrissons. Ce qu'on appelle la croissance appauvrissante. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième mécanisme de croissance appauvrissante, c'est aujourd'hui l'orpaillage minier, que j'appelle la croissance ruineuse. On est en train de détruire les eaux, les fleuves, la terre, avec du mercure, tout ça pour avoir des minéraux. Donc l'orpaillage clandestin est une croissance ruineuse. Donc voilà un ensemble de mécanismes de croissance appauvrissante. Et ça, la seule solution, ce n'est ni plus ni moins que l'industrialisation. Or, le taux d'industrialisation, qui était près de 21% jusqu'en 1980, est tombé aujourd'hui à moins de 16%. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, s'est désindustrialisée. Pourquoi? À cause des programmes d'ajustement structurel. Depuis 1980, on a demandé, le FMI, la Banque mondiale et la BAD, ont demandé aux États africains de quitter l'économie pour laisser ça au secteur privé africain. Le secteur privé a été incapable de remplacer les États africains en matière d'industrialisation. Donc l'Afrique s'est désindustrialisée à cause des programmes d'ajustement structurel et de désengagement des États africains. Voilà un peu un ensemble de causes qui font que la population juvénile a été multipliée par 6 ou par 7 et le taux d'industrialisation a chuté de moins de 6 à 7 points. Donc un pays, un continent qui s'industrialise va à sa perte. Il faut s'industrialiser. Les matières premières va à une croissance appauvrissante. C'est le cas de l'Afrique, de toute l'Afrique. Wow. Mais je sais que nous avons fonctionné en fonction de la vision que les autres avaient de nous. Ils avaient de nous quelle vision? La vision de pourvoyeurs. Pourvoyeurs de matières premières, pourvoyeurs de minéraux, et aussi de consommateurs. Parce que tout ça revenait où? Revenait chez nous. Alors, si on a une vision de vous, de consommateurs, que vous la maintenez, vous ne pouvez pas vous industrialiser. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne ne va industrialiser ce pays à notre place. Mais on nous a mis dans la tête qu'il fallait ouvrir, il fallait les investisseurs étrangers, etc.
mais on n'a jamais fait l'effort de permettre aux Ivoiriens eux-mêmes de prendre le pas. Vous regardez dans tous les pays qui sont partis, regardez aux Philippines, partout, l'industrie, c'est d'abord les nationaux. Mais chez nous, on a une industrialisation qui est externalisée. Il faut que nous-mêmes, nous définissions notre propre vision qui intègre nos populations et qui fait que notre développement sera maîtrisé par nous-mêmes. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde bien dans le miroir. Dans les yeux. OK. Supposons que moi, je suis la France. OK? Et que vous êtes les pays africains. Moi, je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'uranium. Je n'ai pas de cobalt. Je n'ai pas de bois. C'est vous qui avez tout ça. OK? Vous comptez sur moi pour vous aider, OK, à vous unir contre moi. Ou on est bête, ou on est très bête. Ça, c'est clair. OK? Donc, voici l'équation qui se pose aujourd'hui. C'est sur vous, les intellectuels, que nous comptons. C'est sur vous que nous comptons. Mais vous êtes incapables de vous entendre. Et vous voulez que celui qui vous a colonisé... Et qui en bénéficie. Hein, vienne vous mettre d'accord. Vous faites des guerres. Et puis moi, le Français, la France ou l'Angleterre, j'ai dit, venez, on va en discuter. Vous savez quoi? Si je peux approfondir votre désaccord, je n'hésiterai pas. On parle de la fameuse France-Afrique. Chaque fois qu'un nouveau président est élu en France, c'est les Africains qui vont lui demander, mais quand est-ce que vous allez mettre fin à la France-Afrique? Pourtant, nous sommes d'accord que ce système-là bénéficie à la France. Et on veut que ce soit le pays qui bénéficie de ce système-là qui mette fin. Mais nous, on ne cherche pas à mettre fin à ça. Non, non, non. L'autre gros problème, on est tombé dans le piège de l'aide. Dès lors qu'on a dit on va vous aider, on a applaudi. Et on en est au point où, pour les besoins les plus basiques, on tend la main. Il y a une image qui m'a choqué, qui me restera toujours dans la tête. C'est 3 WC que j'ai vus au Bénin, au bord du lac Aémé. C'était écrit dessus, financement, coopération française. Des WC? Pour construire des WC. Des toilettes? Toilettes publiques simples, sérieux. Mais mieux, ici en Côte d'Ivoire, il y avait une opération de construction de WC financée par l'Union européenne. Pour tout, donc dans la main. On résume. Nous sommes des gros mendiants. Alain et moi, on a un palabre. OK? Et puis, celui dont on veut se passer, il assiste. OK? Alain, ça va demander l'aide de l'autre pour me frapper. OK? Mais l'autre, pour donner de la quoi pour venir me frapper, là, il dit à Alain, bon, écoute, vraiment, comme c'est il faut signer on signe un accord. Si Alain est prêt à vendre le pays pour avoir raison de moi, il le fera. À qui vous pensez? Très clairement. Je pense à la guerre Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les querelles entre les politiciens, il y a une telle haine que l'autre, il est prêt à le brader pour avoir raison de l'autre. Oui, non? Après, maintenant, on dit que oui, Bouygues a pris tout le marché. Bolloré a pris tout le marché. Mais Bolloré prend bien. Tu veux être incapable de vous entendre. Vous êtes incapable de gérer votre indépendance qu'on vous a donnée à contre-cœur. La pseudo-indépendance. Alors, pourquoi voulez-vous que c'est moi qui vous aide à trouver la solution? Bien, je voudrais qu'on parle aussi du social. A-t-on avancé ou reculé? Il y a des avancées, mais il y a beaucoup de recul. Tout dépend de l'objectif que nous avons. C'est vrai que l'État prenait vraiment soin de tous ses enfants. Quand j'allais à la maternelle et même à l'école, on nous donnait parfois les chaussures. Quand on était malade, il y avait des centres médico-sociaux. Des dispensaires. Ou quand c'est fini, on te donne tes comprimés de Nivaquine dans un truc extra. Des vermifuges. Je veux dire, vraiment, l'État prenait soin des enfants. À partir de 90, avec l'ajustement structurel, ils ont dit vous êtes trop pauvres pour prendre soin des vôtres, laissez-les se prendre en charge eux-mêmes. Et je pense que tout le déclin, aussi bien du système éducatif que du système de santé, vient de cela. La vision a changé. On a mis une vision plus managériale de rentabilité, d'investissement. Quand vous dites on a mis, on qui? C'est nous-mêmes. Avec sur les conseils de nos frères, puis on a adopté les programmes d'ajustement structurel. Il y avait moins de 5 millions d'habitants en Côte d'Ivoire avant 1970. Aujourd'hui, la population a été multipliée par au moins 6. Donc il faut reconnaître que l'État
à des charges sociales en termes de santé et d'éducation qu'ils n'avaient pas il y a 60 ans ou 40 ans. Mais ce n'est pas arrivé d'un coup quand même, c'était quelque chose qu'on doit prévoir. Deuxièmement, je dois dire que tous les pays africains ont eu leur population qui a été multipliée par 4, 5 ou 6. Mais les pays les mieux gouvernés sont des pays dont le système sanitaire, le système éducatif est malgré tout de qualité. Je parle de Cap-Vert, de l'île Maurice, un peu du Ghana, Seychelles. Les Seychelles. Les pays les plus démocratiques d'Afrique, les pays qui ont une meilleure gouvernance sont les pays qui ne sont pas forcément plus riches que la Côte d'Ivoire. L'indice de développement humain qui est composé de la santé, de l'éducation, des revenus par tête, sont les pays qui sont en tête en matière de développement humain en Afrique. La Côte d'Ivoire essaie de faire un effort dans le cadre du plan national de développement de corriger un peu ces faiblesses-là. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. L'autre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas pu développer notre économie en la diversifiant. On est resté toujours sur ce duo café-cacao. On a ajouté un peu de VA. Mais comme tout le monde fait VA, évidemment, les cours ont chuté. On a amené tout le monde à faire du cacao, les cours ont chuté. Café, pareil. Et comme tu l'as dit, à ce moment-là, à ce moment-là, la population s'était multipliée, elle aussi. Résultat, il n'y a plus d'argent. Il faut qu'on investisse dans la matière grise plutôt que d'investir dans la matière première. Merci. Les pays comme le Japon et autres, la Corée, ils ont quelle matière première? Ils ont investi dans la matière grise. Ils ont formé des gens. Nous étions partis. Regardez les grandes écoles que Houphouët-Boigny a créées à Yamoussoukro. Elles ont formé de très hauts cadres dans ce pays. Merci. À partir de 90, tout s'est arrêté. Les lycées scientifiques, c'est en ruine. Voilà. Alain, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas motorisé l'agriculture. Elle est encore primitive. OK? Voilà un pays, un continent qui a tout. On a le fer. On n'a jamais fabriqué un vélo. On n'a jamais... Un tracteur. On n'a rien fait. L'autre jour, j'étais au Burkina. L'année dernière, on était en conférence. Il y a plein de mobylettes. On ne sait pas fabriquer une mobylette. C'est-à-dire qu'on a fait de gros littéraires comme Alpha Blondy. On peut faire des gros discours, les grands gestes, mais on n'a pas fait de cerveau, comme dit mon frère. Fabriquer ça. C'est ce que les autres ont fait. Je vais te contredire un peu. Maria. Les cerveaux, il y en a. Regarde un peu dans les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont la possibilité de le faire. Mais qui leur fait confiance pour le faire? Qui les encourage? Qui les encourage pour le faire? La difficulté à financer les start-up, ça revient. C'est ça. Regarde ce que la pandémie de la Covid-19 a permis de voir. Je veux dire, nos enfants font des respirateurs. Aujourd'hui, là, qui a dit on va financer pour qu'ils fassent suffisamment de respirateurs pour que nous soyons indépendants en respirateurs? Il faut que nous ayons confiance dans nos jeunes. J'ai été chef d'une mission de la Banque mondiale. Je n'avais que 27 ans. Ici, on attend que tu aies 52 ans avant de pouvoir te faire confiance. Mais il y a une différence. À quel moment est-ce que nos jeunes vont faire l'apprentissage de la vie? Alain, quand on a des gens qui ne pensent pas à ces détails, c'est grave. Comment tout un continent peut être bête en même temps? C'est pas normal. C'est que quelque part, sciemment, OK, le gars, il a fait sa découverte au Togo, il est obligé d'aller en France pour aller, pourquoi mettre ça en valeur? OK, Modibo Diarra, il a commis l'erreur fatale. Il travaille à la NASA. Il est venu dans son pays, au Mali, on a traité ça comme du papier hygiénique. Il y a quand même un domaine où ça a évolué, non? La culture, on dirait. Oh là, pardon, ça n'a pas évolué du tout. Si on parle de l'expression, certaines expressions culturelles, je dirais oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par culture? Qu'est-ce qu'on a fait de la culture africaine, la vraie culture africaine? Ce qui vient de là, notre identité. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a tué. Comment ça? Mais regardez déjà comment nous sommes tous habillés. Et voilà, ça ici. Nous sommes en costume là. Voilà moi. C'est à ça que ça se résume pour déjà, non, c'est la seule africaine qui est là, voilà.
je veux dire, ça ne se résume pas. Ça ne pourrait pas se résumer à ça quand même. Mais ça traduit. Parce qu'ailleurs aussi on porte la même chose, même en Asie on porte du costume. C'est une partie. C'est juste un exemple, mais... Ça traduit. Ton mot là, c'est quoi On a appris quelque chose. Ça traduit l'épistémicide. Voilà. C'est-à-dire qu'on a appris à ne pas valoriser ce que nous sommes pour valoriser ce que les autres ont. Dans tous les gouvernements africains, sans exception, le ministère de la Culture, d'un point de vue protocolaire, est dernier ou parmi les derniers. Le ministère, d'un point de vue financier, est le moins doté dans tous les gouvernements africains. Ça ne va seulement en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la culture a une importance zéro en Afrique. Moi, je vois souvent en France, on passe de vieux trucs d'Edith Piaf, de, je sais pas quoi, Maurice Chevalier, machin, tout et tout. Mais chez nous, ici, là, c'est rare même que tu vois le gars François à la télé. Il est mort. Qui était un grand artiste. Ernesto Djedje, on allait mettre une statue. Il n'y a pas de truc. C'est mort, t'es mort. J'ai envie qu'on termine quand même sur une note, pas forcément positive, mais prospective. Avez-vous le sentiment que la prise de conscience permet à une jeunesse plus informée de changer les paradigmes? Oui. Le fait que nous parlons de ça, ça permettra à ceux qui nous écoutent, aux jeunes, de savoir qu'il y a du boulot à faire. Ça permettra aussi aux gouvernants de savoir qu'il y a beaucoup de boulot à faire et que, surtout, comme disait Houphouët-Boigny, ils n'ont qu'à éviter la guerre. Pourquoi j'ai dit cela? C'est par rapport au climat qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces dernières semaines, encore un peu plus que... Je te dis, alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets. S'ils s'en vont dans cet esprit-là, on va encore endeuiller le pays. Ça, je ne veux pas. Et donc, ce que nous faisons leur fera prendre conscience de leur rôle. Et je dis que nos enfants ne sont plus prêts à accepter peut-être ce que nos parents ont accepté. Pourquoi? Ils ont fait des bonnes études. Beaucoup sont sortis, ils sont revenus. Ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés et ils se disent il faut que ça change parce que eux, ils n'ont pas envie que leurs enfants soient encore complexés ou vivent dans un continent qui est complexé. Et je voulais terminer pour dire que tout le monde dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas compris que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et mon rêve et ma conviction, et Covid-19 vient de me montrer que c'est possible, c'est que ce continent-là, je vous le dis, il sera leader à l'horizon de 25 ans. Les savants africains, qu'ils soient économistes, philosophes, anthropologues, ont fait beaucoup de découvertes. Il faut que nos chefs d'État, nos gouvernants, acceptent d'exploiter toutes les découvertes des savants africains. Troisième chose. On va finir là-dessus puisque le temps n'est pas exhaustif. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de participer à ce bilan des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, en espérant que les 60 prochaines années seront plus positives. Nous arrivons au terme de ce débat spécial 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci Madame Mariam Dao Gabala, Monsieur Patrick Ngouan, Alpha Blondy, Venance Conan, pour votre participation à ce rendez-vous d'Abidjan. Nos remerciements également à l'équipe technique qui a réalisé ce magazine. Grégory Sankara, Thomas Hollande, Ibrahim Koné de Univers Média Technologie, Laurent Bado, Moussa Ngom, Félix Conan et à l'équipe de Nicadis supervisée par Youssouf Dira. Rendez-vous le 11 août à N'Djamena, notre prochaine étape pour les 60 ans d'indépendance du Tchad. L'information continue sur France 24.